Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Aujourd'hui, on va parler de l'exploration de la planète Mars. Et avec moi, j'ai Francis Rocard en charge des programmes d'exploration du système solaire au CNES. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres sur la planète Mars, dont le dernier, celui-ci, des nouvelles de Mars. Bienvenue sur le plateau, Francis Rocard. Et puis avec nous, pour parler également de l'exploration de la planète rouge, on a Michel Courtois, ancien directeur de l'ESTEC, du centre technique de l'ESA, entre autres, ancien directeur technique Alcatel Space également, et puis membre de l'Académie de l'air et de l'espace. Vous êtes avec nous à distance. Bonjour et bienvenue sur Smart Space. Oui, bonjour. Alors, située à plus de 60 millions de kilomètres environ, la planète Mars est l'objet de tous les fantasmes aujourd'hui, des agences étatiques aux nouveaux acteurs privés. Tout le monde veut aller sur la planète Mars. Pourquoi maintenant, Francis Rocard ? Alors, d'abord, c'est pas vraiment maintenant, c'est une histoire qui a plus d'un demi-siècle. La logique, c'était d'abord de passer sur la Lune, donc il y a eu le programme Apollo, les Américains l'ont fait, et derrière, déjà il y a 50 ans, même 70 ans, Von Braun en 52 avait écrit The Mars Project, donc avait imaginé la suite, et donc simplement c'est la destination évidente. D'abord parce qu'il n'y en a pas beaucoup, évidente pour envoyer des hommes, et simplement c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe, et ce sera beaucoup plus long que ce qui a été fait sur Apollo, et d'où le fait que 50 ans plus tard, on est toujours dans cette préparation, avec maintenant un passage par la Lune qu'il faut expliquer. Oui, on va venir sur ce rôle central de la Lune dans la conquête de Mars. Michel Courtois, pourquoi c'est évident que si on doit aller conquérir une planète, ce sera Mars? Il n'y a pas beaucoup sur lesquels on peut se poser facilement. Vénus, les températures et les pressions sont inacceptables, plusieurs centaines de degrés et puis une très forte pression atmosphérique. Et puis après ça, Mercure, c'est pas la peine, c'est beaucoup trop près du Soleil. Et puis si on va plus loin, après Saturne ou Jupiter, c'est des gazeuses, donc peut-être des satellites de Jupiter ou de Saturne sont envisageables pour aller au moins poser des engins automatiques, mais c'est encore beaucoup plus compliqué pour aller là-bas. Les voyages sont beaucoup plus durs, l'énergie solaire, il n'y en a pas, ou peu. La plupart des sondes sont jusqu'à présent avec des alimentations nucléaires, donc c'est encore beaucoup plus compliqué. Déjà Mars, par rapport à la Lune, c'est déjà un très très grand saut, même au niveau automatique. Oui. Alors il y a des rovers qui parcourent la planète rouge aujourd'hui, et demain on parle d'envoyer des êtres humains. Est-ce que c'est possible ? Alors est-ce que c'est possible ? Probablement oui. En tous les cas, il n'y a pas de verrou immense. Il y a quand même des verrous, il y a quand même des difficultés, des défis technologiques absolument majeurs. Notamment, le plus difficile, c'est vraiment de se poser sur Mars et de redécoller de Mars avec un équipage de 4, 5 ou 6 personnes. Ce véhicule-là, il est très très difficile à faire. Notamment parce qu'il va nécessiter très probablement de faire le plein sur Mars, d'ergol, de carburant de fusée. Et rien que de dire ça, c'est un monde en soi, parce que on ne sait pas si on va y arriver. Donc on sait qu'il va falloir essayer d'exploiter l'eau dans le sous-sol. Il y en a sous forme de glace, mais c'est très froid, c'est compliqué, on ne connaît pas les quantités. Et puis ça, c'est pour fabriquer... on casse la molécule d'eau, on fabrique de l'hydrogène, de l'oxygène. Mais l'idée, c'est d'utiliser des moteurs méthane-oxygène. Donc, on va utiliser le CO2, casser la molécule de CO2, ce qui nécessite beaucoup d'énergie, pour en fabriquer du méthane. D'ailleurs, c'est ce qui se fait à bord de Persévérance avec Moxie, qui l'a fait. Quelques grammes d'oxygène ont été fabriqués avec Moxie. Il faudra des tonnes d'oxygène. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et ça prendra plusieurs décennies. C'est pour ça que imaginer l'homme sur Mars, à la surface de Mars, c'est probablement vers le milieu de ce siècle. Le milieu de ce siècle. Michel Courtois, vous êtes d'accord avec cette approximation de Francis Rocard ? Vous pensez que c'est pas pour tout de suite ? Je suis un peu optimiste. Quand je vois les difficultés qu'on rencontre, même sur les sondes automatiques, c'est vrai que l'histoire du carburant, là, je crois qu'il y a actuellement sur Mars 2020
une espèce de prototype pour voir si la relation, la formule, je crois que c'est Sabatier, quoi, c'est une formule Sabatier, qui permet de faire avec du carburant sur place. C'est une manip qui devait être faite déjà il y a quelques temps, puis qui n'est faite que maintenant. Mais on est au stade tout à fait, enfin pas laboratoire, mais expérimental, pour voir si c'est faisable, comment. On n'est pas du tout dans une phase de production, parce que ça c'est une autre paire de manches. Hein. Donc on parle du défi de décoller depuis la planète Mars. Il y a, vous avez parlé de l'ergol, ça constitue le plus gros défi technologique, vous pensez, Michel Courtois? Il y a plusieurs, si vous regardez le bouquin là, de Francis là, qui résume bien un peu toutes les difficultés, il y a d'abord la durée du voyage. Hein, alors on fait quelques manips avec Concordia, on fait quelques manips au sol pour voir un peu, mais enfin c'est quand même des simulations qui sont pas représentatives. La grosse difficulté, c'est que le voyage dure longtemps, et qu'en plus il faut revenir, et que tout ça, c'est dure entre 2 et 3 ans, quoi, grosso modo. Donc il faut une autonomie totale des individus, à la fois en cas de maladie, en cas de problème, en cas de difficulté technique, il faut les nourrir, il faut trouver l'oxygène, il faut sur place, il faut se poser, puis il faut certainement se ravitailler en eau, etc. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. La Lune, on y va, et puis si on a un problème, vous avez vu Apollo 17, bon, on revient relativement rapidement. Ouais. Là, c'est pas le cas. On est parti, on ne peut pas revenir. Ouais. Il faut enfin, 2 ans pour y aller. À peu près, oui. Il y a plusieurs scénarios, donc enfin, c'est l'ordre de grandeur. Hein. Oui. Surtout, il faut attendre sur place. Si vous allez là-bas, il faut attendre sur place avant de redécoller. Donc ça, c'est vraiment... Sauf si un jour on arrive à avoir des propulsions nucléaires plus performantes, mais ça aussi, c'est pas pour tout de suite. Hein. Oui. C'est pas, ça a été arrêté il y a déjà quelques temps, des propulsions avec des nucléaires. Est-ce que l'homme est capable de faire un si grand voyage? Oh, je pense que oui. Le corps humain, j'entends. Le corps humain, Déjà, il va y avoir 6 mois de gravité zéro pendant le voyage. Et c'est vrai qu'à l'arrivée, je ne sais pas si Smart TV voudra retransmettre le direct, mais il faudra attendre probablement 24 ou 48 heures que les astronautes qui sont posés sur Mars puissent simplement se mettre debout. Parce que passer 6 mois en apesanteur, on sait que on n'arrive pas à se lever immédiatement, donc il va y avoir un délai de 1 ou 2 jours pour s'acclimater. Quand on voit rentrer les astronautes de l'ISS, par exemple, on voit qu'ils ont quelques difficultés à se remettre en forme. Thomas Pesquet disait que rien que pour téléphoner, le poids de son bras il paraissait considérable. Donc voilà, et donc il y a un délai d'acclimatation qui typiquement 1 ou 2 jours, et donc la microgravité, ça pose des problèmes de musculation, de perte musculaire, de perte osseuse. Il faut faire du sport. Et puis vous avez aussi le problème des radiations. Et ça, le problème des radiations est un problème incontournable. En fait, on sait que les doses de radiation vont être bien supérieures à aux doses admises par les normes, notamment dans l'industrie nucléaire. Donc déjà, la NASA a rehaussé les niveaux. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir pendant le voyage. Mais ils feront l'aller-retour, mais ils auront peut-être des problèmes de santé dans les 10-20 ans qui viennent. Et donc il faudra... éthiquement accepter ce sacrifice aussi. Voilà, il y a un problème d'éthique, il y a un problème de normes, et puis il y a un problème de décharge. Je dirais, l'astronaute doit signer une décharge en disant je m'engage à ne pas faire un procès à la NASA quand j'aurai un cancer. Bon, tout ça, ça se gère, mais il faut savoir qu'on ne peut pas se protéger des radiations les plus énergétiques, qui sont les radiations galactiques. Il faudrait 1 mètre de bouclier pour se protéger, c'est totalement inimaginable. Donc il y aura des doses qui vont s'accumuler. Et puis il y a les éruptions solaires. Et les éruptions solaires, ça c'est sur alerte. C'est-à-dire qu'il y aura probablement un compteur Gégère dans le véhicule. Et si une éruption atteint le véhicule, il y aura une zone avec un bouclier un peu renforcé. Et ils vont y rester, là encore, 1 ou 2 jours, le temps que l'irradiation passe. Et ça dure typiquement 1 ou 2 jours. Voilà. Mais de toute façon, ils auront des doses importantes. Alors, tous ces défis auxquels on est obligé de réfléchir, qu'on est obligé d'anticiper, ça crée quand même une émulation scientifique, technologique, Michel Courtois. Donc il y a un véritable bénéfice à toutes ces missions vers Mars pour l'industrie et la science ici sur Terre. Alors pour l'industrie, c'est sûrement vrai, puisque les défis, c'est des challenges qui sont très compliqués.
Donc ça suscite une compétition et pas mal d'innovation. Au niveau scientifique, je ne sais pas, à part voir comment l'homme se comporte, je ne vois pas bien l'intérêt scientifique de l'affaire, puisque déjà, explorer Mars, c'est compliqué. Il faudra retourner l'échantillon. Ça, c'est encore une manip aussi qui est en préparation depuis plusieurs années. Moi, j'avais travaillé là-dessus en 1995 Qui avec sont le prévus JPL. pour Donc, 2030, c'est pas je trop. précise. Donc, c'est des manips très très compliquées, effectivement. Là, même le retour d'échantillon automatique, c'est avec des. À l'époque, c'était une petite fusée solide. On tirait vertical, puis on tournait, on était en orbite un peu n'importe où, et puis il y avait une deuxième sonde qui venait, et puis avec des photographies d'étoiles, on essayait de trouver l'orbite. Et puis on envoyait un nouveau véhicule pour aller faire le rendez-vous et capturer la capsule et la rentrer derrière sur la Terre. Donc c'est des défis techniques importants. Maintenant, au niveau scientifique, moi à part de voir les conditions de vie et comment l'être humain s'adapte, réagit, etc. dans cet environnement, j'ai des difficultés pour comprendre l'intérêt de l'homme dans l'espace, à part la volonté politique d'être présent et dire j'y suis allé, j'ai fait le truc. Hein, c'est un peu Apollo, c'est un petit peu ça quand même. Hein. Donc vous n'êtes pas Donc, particulièrement pressé de voir le résultat des analyses des échantillons qui rentreront en 2030 dans le cadre de la mission Mars Sample Return? Vous ne pensez pas qu'ils apporteront des réponses à des questions scientifiques? peut-être à condition qu'on soit clair pour ne pas polluer l'endroit avec l'être humain, puisque dès que l'être humain va aller quelque part, le premier truc qu'il va faire, c'est polluer. Donc il faudra être extrêmement, extrêmement prudent. Là, actuellement, on fait beaucoup de ce qu'on appelle la protection planétaire. Il y a extrêmement de précautions qui sont prises pour éviter de transporter des bactéries, des choses comme ça. Une fois que l'être humain sera là-bas, ça sera beaucoup plus compliqué. Hein. Donc je ne sais pas bien. Moi, franchement, c'est l'objectif, comment dire, ingénierie et industrielle, ça je sens bien. Les objectifs politiques, on voit bien, mais c'est quand même leadership américain, il ne faut pas se tromper non plus. Hein. C'est pas les Européens qui sont en tête de tout ça, pour les mineurs là-dedans. Après ça, l'objectif scientifique, peut-être que Francis a des idées plus précises. La grande question actuellement, c'est comment a évolué Mars au niveau de l'eau, au niveau de l'atmosphère, au niveau de tout ça, comment évolue la planète pour voir si on peut en tirer des leçons à la fois sur la formation du système solaire et puis sur l'évolution de la Terre. Mais à part ça, je ne sais pas bien. Hein, Francis, vous voulez réagir peut-être? Oui, non, et Michel dit vrai, l'objectif de l'homme sur Mars n'est en aucun cas un objectif scientifique. Le retour d'échantillons martiens automatiques qui est en cours actuellement, et d'ailleurs ce qu'a décrit Michel est toujours valable avec un décollage depuis Mars, un rendez-vous en orbite, etc. Et un retour en 2030. Ça c'est d'une importance scientifique capitale puisque c'est grâce à ces échantillons qu'on va avoir peut-être, on l'espère, des preuves d'une vie ancienne sur Mars. Mais l'homme sur Mars n'est pas une mission à caractère scientifique. D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce qu'ils vont faire. Ils vont explorer au sens où ils vont se véhiculer avec un véhicule pressurisé pour aller repérer des endroits à droite à gauche. Vous savez, Apollo, c'était pareil. C'est-à-dire que la science n'était pas le moteur. Après, sur Apollo, ils se sont mis des cailloux dans les poches. Ils ont ramené des échantillons. Ça a été un retour scientifique fabuleux. Fabuleux. Donc, bien évidemment, l'homme sur Mars le fera. Michel a bien souligné qu'il y avait un problème quand même de pollution, parce que l'homme n'est pas stérile. Or, aujourd'hui, ce qu'on fait pour Persévérance, qui est actuellement le rover qui vient d'arriver sur Mars, on est plus propre qu'en chirurgie au point de vue pollution. Donc, on est extrêmement propre pour éviter de polluer la planète. L'homme ne sera absolument pas. D'ailleurs, les règles de protection planétaire vont être modifiées pour être compatible de l'homme sur Mars. C'est vous dire qu'en fait, il y a un problème quand même. J'ai découvert récemment que la navette qui avait embarqué les astronautes en direction de la Lune pour la mission Apollo tournait encore autour de la Lune. Alors, je n'y crois pas du tout. D'accord. Pourquoi? Parce que les orbites lunaires ne sont pas stables. En fait, si vous laissez un satellite sur une orbite, typiquement, et c'est ce qu'on observe, typiquement au bout d'un an, l'orbite va pomper, c'est-à-dire que d'une orbite circulaire, elle va devenir elliptique, et le point le plus proche va se rapprocher jusqu'à toucher la surface, c'est le crash. Donc typiquement, en un an, si vous ne faites rien, en un an, vous crachez. Donc je ne crois pas du tout qu'il y ait des véhicules d'Apollo qui tournent autour de la Lune actuellement.
Ok. Ça me paraît pas crédible. On parle de véhicules d'exploration qui, là, auraient peut-être une valeur scientifique plus importante que d'envoyer des hommes sur Mars. Alors, cette année, on a vu le rover Perseverance rejoindre la planète Mars. On a vu le rover chinois. On a vu la sonde Hope des Émirats Arabes Unis. Et on n'a pas vu le rover européen. Pourquoi ? Alors, ExoMars, c'est la mission ExoMars. ExoMars, oui, qui devait partir en 2020 et qui, aujourd'hui, est prévu pour 2022. Pourquoi ? Parce qu'il y a des difficultés techniques pour sa mise au point. C'est une mission qui est européano-russe et on a des difficultés pour travailler avec les Russes. Il faut bien dire les choses. Et donc, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, veut absolument que la façon de faire soit parfaitement satisfaisante sur le plan technique. Or, il y a encore des points qui posent problème. Il y a eu le problème des parachutes qui visiblement s'abîment au moment de l'extraction. C'est un problème compliqué. Il y a eu plusieurs tests. Je pense que ce problème va être résolu. Mais le problème, c'est que le calendrier devient de plus en plus serré. On a raté la fenêtre cet été. La prochaine, c'est quand ? Non, on n'a pas l'été raté la dernier, fenêtre cet été. On a l'été raté la d'avant. fenêtre de 2020. Voilà, ouais. Donc on part à l'automne 2022. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir partir ? J'espère qu'on va pouvoir partir. Il y a encore des problèmes sur la propulsion, donc l'électronique de commande de l'engin qui va se poser, qui est russe. Et donc là, il faut absolument que les tests soient satisfaisants selon les normes spatiales classiques. Et là, on se heurte un petit peu à des différences culturelles, la façon dont travaillent les Russes et la façon dont travaillent les l'ESA. C'est pas exactement la même. Ça fait longtemps qu'on travaille avec les Russes. Ça fait longtemps, oui. Je dirais que les Russes ont eu leur heure de gloire dans les années 70, 80, 90. Depuis les années 90, en exploration planétaire, ils n'ont pas fait grand-chose. Ou ce qu'ils ont fait n'a pas bien marché. Phobos-Grunt n'a jamais quitté l'orbite terrestre. Donc c'est un peu inquiétant. Et aujourd'hui, il y a encore un espoir de partir en 2022. J'espère qu'on partira en 2022. Alors, on va parler budget. Une mission comme Mars Sample Return pour ramener des échantillons, c'est entre 5 et 10 milliards. Une mission pour envoyer des hommes sur Mars, est-ce qu'on peut l'estimer, Michel Courtois ? C'est extrêmement difficile. D'ailleurs, vous avez vu ne serait-ce que les hésitations sur les scénarios, puisque si on compte pour aller sur Mars, aussi les opérations pour aller sur la Lune, je sais pas, il y a des chiffres qui circulent, 400, 500 milliards, mais sur 30 ans, 40 ans, c'est très très difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que d'abord les programmes américains ont été poussés, puis arrêtés, puis redémarrés, puis arrêtés. Le lanceur SLS, là, qui est censé faire une partie du travail, il n'a pas encore été tiré, ça fait déjà plusieurs années qu'il est repoussé. Je ne sais pas si l'origine elle est que technique, s'il n'est pas aussi sur les modes de financement. Il y a vraiment beaucoup de difficultés là-dessus. C'est une affaire extrêmement chère. Apollo, c'était très cher. Ça représentait, je crois, jusqu'à 10 ou 15% du PIB américain. C'était gigantesque, mais là, c'est un autre ordre de grandeur. Alors, c'est peut-être plus long aussi. On n'est peut-être pas serré dans le planning de la même façon. Il y a plusieurs étapes. Et puis, aller sur Mars, il y a... s'il faut mettre des bases automatiques avant pour préparer le vol pour un atterrissage, ça ajoutera encore la complexité et puis au coût. Donc il faut quand même rappeler que ce n'est pas rentable, ces missions-là, vers Mars. Il n'y a pas de recettes. Le but n'est pas d'être rentable. Donc qui va les industriels qui vont là-dessus, ils y vont payés par les gouvernements. Il ne faut pas faire d'illusions. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de clients sur Mars. Et vous ne pensez pas que ces nouveaux acteurs privés, ils peuvent changer un peu ce modèle économique ? Oui, mais pour qu'il y ait des modèles économiques, il faut qu'il y ait un client. Oui. Le client, c'est la NASA. Alors, à part les États. Oui. Actuellement, il y a la NASA qui a changé son mode de travail avec le privé dans cette relation public-privé. C'est-à-dire que la NASA achète un service. Et notamment la desserte de l'ISS, SpaceX se fait payer quand elle amène 4 astronautes sur l'ISS. Mais la capsule Crew Dragon reste la propriété de SpaceX. Et donc, il y a une part de risque qui est prise par l'industrie privée.
Et c'est le même schéma qui est en train de se mettre en place avec des difficultés pour le véhicule d'atterrissage lunaire, qui aujourd'hui fait l'objet de litiges de la part de Jeff Bezos, qui n'est pas content parce qu'il n'est pas sélectionné. Je viens d'apprendre, pas plus tard qu'hier, que le Congrès américain ne va probablement pas allouer, enfin, le processus est en cours, le budget supplémentaire qui permettrait de mettre en compétition Jeff Bezos et Elon Musk, ce qui serait quelque part un peu plus sain, c'est ce que réclame Jeff Bezos, mais budgétairement, ça nécessite une grosse augmentation de 2 ou 3 milliards. Est-ce que le Congrès va les allouer tout de suite, là, pour 2022, ou pas? Dans le processus actuel, pour l'instant, la démarche est plutôt négative. Donc on voit vous arriver ces nouveaux litiges, ces nouveaux sujets autour des budgets avec ces nouveaux acteurs privés. Oui, ça c'est nouveau, les litiges, les procès. On n'avait pas vu ça auparavant. L'industrie privée est très puissante. Enfin, SpaceX est quand même très, très puissant. Puis Jeff Bezos également. Donc, on est dans un schéma qui est un peu nouveau. Et la NASA ne peut pas, quand il y a un procès ou qu'il y a un début de litige judiciaire, eh bien, tout est arrêté. Les activités sont stoppées. SpaceX doit lever le crayon, comme on dit. Et on devrait avoir une décision en octobre. On va suivre cette affaire avec attention, car la Lune, c'est la première étape pour l'exploration vers Mars. On n'a pas eu le temps d'aller plus loin sur ce sujet, mais on en reparlera sur Smart Space. Merci Francis Rocard d'être venu sur le plateau de Smart Space. Merci à vous, Michel Courtois, d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très vite sur Bismart avec votre émission Smart Tech dès lundi.